ce soir? Eh bien, à la une ce soir, l'image d'une victoire et d'un record. Serge Madec, que vous allez apercevoir sur Jet Service, triomphe dans la course Québec-Saint-Malo. Victoire totale, car le peloton des poursuivants est relayé à plus de 2000 km. Nous y reviendrons. Ambiance et commentaires à Saint-Malo dans quelques minutes. Avant cela, voici comme chaque soir les autres temps forts de l'actualité. Interdiction des meetings aériens en Allemagne au lendemain de la catastrophe de Ramstein. Le dernier bilan fait état de 45 morts et 350 blessés. Michel Rocard à l'Elysée quelques heures seulement après son voyage en Nouvelle-Calédonie. Tout ce que j'ai pu faire là-bas, a-t-il dit, l'a été en application d'orientation définie par le président. Officiel, mais oui, du pétrole dans le sous-sol de la capitale. Elf Aquitaine annonce que les résultats du premier forage sont très encourageants. Nous y reviendrons. En mer du Nord, peut-être la fin du cauchemar pour les phoques. Plusieurs milliers d'entre eux sont morts, victimes d'épidémies. Aujourd'hui, des chercheurs néerlandais auraient isolé le virus. Une fête, et oui, une fête qui tourne malheureusement à la tragédie. C'était hier sur le terrain militaire de Ramstein, une base américaine située à l'ouest de la République fédérale allemande. Je vous rappelle que 3 avions appartenant à la patrouille acrobatique italienne se sont heurtés à une centaine de mètres du sol. L'un d'entre eux s'est écrasé dans la foule. Le dernier bilan fait état, je vous le rappelle, de 45 morts et de près de 350 blessés. Aujourd'hui, l'Allemagne et l'Italie également oscillent entre la consternation et la colère. Le ministre allemand de la Défense a décidé d'annuler toutes les démonstrations d'acrobatie aérienne. Il faut dire que la catastrophe a relancé la polémique sur les vols à basse altitude, des vols au cours desquels certains pilotes repoussent un peu trop loin leurs limites et celles de leurs appareils. Laurent Boussier. Quelques instants avant le drame. Pour effectuer un triple croisement à basse altitude, la patrouille italienne se sépare en 3 groupes, l'avion solo allant se positionner seul face au public. Une poignée de secondes plus tard, quand les 2 demi-patrouilles se croisent à la hauteur des tribunes, l'avion solo se dirige à plus de 300 km/h vers la foule, massée à 200 mètres de la piste. Erreur d'appréciation, erreur de pilotage, incident technique, seule l'enquête pourra le dire. Toujours est-il qu'hier, alors que le premier croisement avait déjà eu lieu, sans incident, l'avion solo vient heurter de plein fouet 2 appareils qui sont immédiatement précipités au sol et leur pilote tué sur le coup. Pendant ce temps, privé de ses commandes, mais entraîné par son inertie, l'avion solo devenu fou se précipite vers le public. Le drame est inévitable. Une chose est sûre, c'est parce que l'un des avions évoluait face à la foule que l'accident est devenu une catastrophe. C'est à cause de figures comme celle-là que la patrouille italienne n'était pas autorisée à venir en France depuis 7 ans. Hier, il y avait 3 formations militaires à Ramstein. Alors les pilotes italiens ont-ils voulu faire de la surenchère? Y a-t-il eu surmotivation dans leur compétition avec les autres patrouilles? Ce sont de très très bons pilotes, mais qui ont sûrement un peu trop confiance en eux. Et j'ai remarqué, j'en ai fait la réflexion à un ami, que leur présentation était très très serrée. Depuis le début du siècle, les meetings aériens font partie intégrante de l'aviation. Il y en a chaque année plus de 500 en France. Presque tous se passent très bien, sauf quand les pilotes veulent aller au-delà de leurs limites ou de celles de leur machine. Je vous le disais à l'instant, il n'y aura plus de démonstration aérienne en République fédérale allemande. Le ministre de la Défense l'a annoncé tout à l'heure. Il faut dire que dès ce matin, en Allemagne, les associations, les élus et la presse dans son ensemble dénonçaient, je cite, la vanité, entre guillemets, des meetings aériens. L'un de nos confrères écrivait même à la une ce matin, ces spectacles étalant la fierté militaire ne sont plus de mise aujourd'hui. Regardez. Le sujet meeting aérien en Allemagne est ancien, il ressurgit. La presse de ce lundi a largement évoqué les appels des sociodémocrates, des Verts et de l'Église, invitant à boycotter ce type de démonstration aérienne. Plus généralement, les journaux allemands rappellent la polémique sur les vols à basse altitude après la catastrophe d'hier. Leur bien fondé est mis en cause, même quand il s'agit de redorer le prestige de l'armée de l'air. Les réactions dans les milieux politiques ont d'ailleurs été immédiates. Dans un premier temps, on le voit ici, M. Rupert Scholz, le ministre de la Défense, a annoncé l'annulation d'un meeting aérien de la Luftwaffe prévu pour la fin septembre. Et un peu plus tard, le ministère de la Défense précisait même dans un communiqué que les meetings aériens militaires étaient désormais interdits en Allemagne.
En politique, retour à Paris, l'image du jour, c'est celle de Michel Rocard à l'Elysée. À peine descendu de l'avion qui le ramenait de Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre s'est entretenu avec le président François Mitterrand. Au menu, le prochain référendum, ce sera sans doute comme convenu le 6 novembre prochain, et le succès du gouvernement salué aujourd'hui par l'ensemble des sondages. Jean-Michel Mercurol. Rendre compte au président dès son retour de Nouméa, rien d'inhabituel pour un Premier ministre qui a su démêler une question brûlante. Plus surprenant en revanche, la déclaration très officielle voulue par Michel Rocard sur le perron de l'Elysée, procédure encore inusitée pour un Premier ministre qui a voulu partager les mérites de son succès avec le président de la République. Comme il convenait, je viens de rendre compte de cet important voyage à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, dont je voudrais rappeler que c'est grâce à lui que tout a été possible, puisque pendant 2 années difficiles, il a maintenu au nom de la République française un espoir de dialogue et un espoir d'intégrité de l'État, et qu'ensuite tout ce qui a pu se faire en Nouvelle-Calédonie, il a été en application d'instructions d'orientation qu'il avait définies. J'ai eu plaisir à lui faire état, puisque les orientations avaient été appliquées dans des conditions qui nous laissent tous, je crois, relativement satisfait du travail bien commencé. Affirmer la bonne entente au sommet de l'État, chacun dans son rôle, tel est le but de Michel Rocard qui veut ainsi répondre à ce qu'il appelle les bavardages insensés sur d'éventuelles difficultés entre lui et François Mitterrand. À propos de la Nouvelle-Calédonie, Alain Juppé, le secrétaire général du RPR, vient de se prononcer contre le principe du référendum qu'il juge inutile et nuisible, a-t-il dit. Alain Juppé, qui s'exprimait il y a quelques minutes sur les antennes de nos confrères d'RTL, a affirmé que le Premier ministre devrait se contenter d'une consultation au Parlement. Fin de citation. Politique et petite phrase, suite, les états d'âme des lieutenants de Jacques Chirac s'étalent dans les colonnes de certains confrères depuis quelques jours. Après Philippe Séguin et François Fillon, pour les plus célèbres, Étienne Pane, député des Yvelines et vice-président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, affirme aujourd'hui que le RPR a perdu son âme. Fin de citation. On attend maintenant la réaction d'Alain Juppé, le secrétaire général du mouvement gaulliste, devrait mettre les points sur les i dans quelques jours. Olivier Lerner. Il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre la prose d'Étienne Pinte. Cette cheville ouvrière du RPR a pris sa plus belle plume pour pousser dans le monde un cri d'alarme qui ne passera pas inaperçu. Un de plus. Le vice-président du groupe RPR à l'Assemblée n'est pas un cas isolé. Après l'échec des présidentielles et des législatives, Philippe Séguin et François Fillon, par exemple, n'ont pas pu cacher longtemps leur vague à l'âme. Aujourd'hui, les séguinistes n'ont plus peur d'écrire ni de parler. Nous avons subi 2 échecs. 2 doubles échecs en 81 et en 88, et ces échecs nous interpellent. Je pense que l'une des raisons de ces échecs, c'est que nous avons peut-être trop privilégié l'action par rapport à la réflexion et à l'analyse. Je crois que lorsqu'on a subi des échecs, c'est en partie parce qu'on a perdu son âme. C'est parce que les Français ne se reconnaissent pas majoritairement dans un parti politique et donc ne le portent pas au pouvoir. Comme il est loin le temps où l'on ne voyait qu'une seule tête derrière Jacques Chirac. Si le RPR perd son âme, Alain Juppé pourrait bien perdre son sang-froid. Le nouveau secrétaire général du RPR sait qu'il devra faire face désormais à 2 courants. Les Chiraciens, dont il fait partie, et les séguinistes. 2 courants dans l'air du temps. Le prochain papier pro-Séguin sera signé Alain Devaquet. En France toujours, un chiffre qui défraie la chronique. Pour la première fois depuis 1979, la croissance de l'économie atteindra 3,5% cette année. Chiffre intéressant qui contredit, ma foi, certaines prévisions plutôt alarmistes formulées depuis quelques mois. Alors non seulement le krach boursier d'octobre 87 de triste mémoire n'a pas freiné le bel élan de notre économie, mais la croissance s'est étendue à l'ensemble des entreprises. Détail, explication d'une bonne surprise avec Claire Chazal. Une fois n'est pas coutume, la réalité économique sera cette année meilleure que ce que prévoyait le budget 88. Ainsi, pour la croissance, alors que les experts avaient tablé sur un chiffre de 1,9%, on devrait dépasser maintenant les 3%. Les effets négatifs du krach boursier de l'automne dernier avaient visiblement été surestimés. Principal moteur de la reprise, l'investissement. Les entreprises n'ont pas freiné leurs projets d'équipement, bien au contraire, l'investissement productif, presque entièrement autofinancé, devrait exploser et croître de 10% cette année, 2 fois plus vite que prévu. Petit revers de la médaille, les prix pourraient légèrement déraper et progresser de 3% contre une prévision initiale de 2,5% seulement. Mais cela dans un contexte de reprise de l'inflation mondiale.
Première conséquence de l'envolée de la croissance, une reprise des créations d'emplois, plus 50 000 au premier semestre 88, mais qui reste insuffisante pour renverser la courbe du chômage. Second résultat, l'argent devrait rentrer à flot dans les caisses de l'État. Une marge de manœuvre d'environ 10 milliards de francs devrait ainsi permettre au gouvernement d'alléger l'an prochain les impôts pour les sociétés et de baisser la TVA sur la hi-fi ou l'automobile. Rien n'est tranché pour le moment. Une question enfin, l'avenir sera-t-il aussi favorable? Les pouvoirs publics semblent plus prudents. Ils tablent sur une croissance comprise entre 2,5 et 3% et sur une inflation de 2,2% pour 1989. À Paris, l'escroquerie au parc-mètre continue d'alimenter les conversations et de faire la une des journaux. Je vous rappelle que l'escroquerie porte sur 20 millions de francs et qu'une bonne vingtaine de fonctionnaires de la mairie de Paris ont été inculpés ou écroués. Dès aujourd'hui, la ville de Paris devait faire face au problème du remplacement des employés indélicats. C'est chose faite. 25 inspecteurs assermentés, bien sûr, viennent d'être chargés de la collecte. Éric Perrin. Ces 25 fonctionnaires assermentés de la ville de Paris sont habituellement affectés à la sécurité des parcs et jardins. Depuis ce matin, ils sont chargés de collecter et de trier l'argent des parcs-mètres. Pour cela, ils utilisent les fameux aspirateurs. Chaque horodateur a une clé numérotée qui permet aux pièces de tomber dans un coffre cadenassé et plombé. Le trafic, évalué pour l'instant à 20 millions de francs, se faisait en grande partie pendant le transport vers le centre de tri, par le déplombage des conteneurs. Mais les policiers chargés de l'enquête savent désormais que les employés indélicats récupéraient aussi le trop-plein de monnaie resté dans le tuyau de l'aspirateur ou détournaient directement les sacs de pièces triés avant leur transfert à la Banque de France, ce qui confirmerait l'hypothèse d'une complicité de la quasi-totalité du service. Il aura fallu plusieurs années pour découvrir un trafic apparemment enfantin. Les systèmes de surveillance au moment du tri n'ont pas prouvé leur efficacité et la ville de Paris n'avait pas choisi des appareils équipés de compteurs, option pourtant proposée par le constructeur. Question, demander un certain nombre de précisions au constructeur qui nous avait donné toute garantie. Alors, il semble bien que ces garanties n'étaient pas suffisantes, mais on ne peut pas en imputer la responsabilité à la ville. Je rappelle aussi que ce système est en place dans toute la France. C'est le même système qui existe partout. Et c'est la ville de Paris qui a été en avant. Nous étions intéressés par ce problème, puisque nous avons mis à l'essai l'expérience dont je parle du terminal micro-contact, qui est très fiable et qui doit permettre justement dans l'avenir ce contrôle. Les élus socialistes ont demandé l'examen de cette affaire au prochain conseil municipal. Il est vrai que les sommes en jeu sont considérables. Ce service rapporte chaque année 270 millions de francs. Ça fait réfléchir. Sur les routes, au lendemain d'un week-end particulièrement meurtrier, nous allons nous arrêter ce soir sur une expérience exemplaire. Sur place, l'association Réagir, un organisme qui dépend de la sécurité routière, se propose d'étudier les circonstances des accidents pour mieux faire face au fléau. L'image que vous allez voir, je vous le dis tout de suite, est dure, mais elle est exemplaire. Il faut savoir que pour la première fois depuis 1986, le nombre de morts sur les routes de France en juillet est supérieur à 1000. À Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, l'autopsie d'un accident avec Isabelle Béchler. C'est passé, hein. On a vu la voiture qui venait sur nous, puis après, c'était trop tard. Hein. J'avais pas beaucoup de temps de réaction, même pour freiner. J'étais à moitié endormi. J'ai entendu le boum, je sais pas, National 85, sortie ouest de Digne, 3 h du matin, dimanche. Trois vacanciers stéphanois sur le chemin du retour ont été percutés par 2 jeunes de Digne qui rentraient d'une fête locale, beaucoup trop arrosée. Visibilité bonne. Réagir. Dimanche matin 10 h, 4 inspecteurs départementaux de la sécurité routière ont été alertés. Les premières données sont communiquées par la police qui a fait le constat de nuit. Il reste à aller sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé. Une enquête pluridisciplinaire menée par un pompier, un gendarme, un cadre de l'équipement, un usager, tous volontaires. Malheureusement, en pleine nuit, il n'y avait aucun témoin oculaire. J'ai entendu le verrouille et j'ai entendu crier tout de suite après. Oui. Alors j'ai dit à mon mari, je crois qu'il y a un accident. Il a dit vite le pompier. Il a appelé le pompier et puis elle est sortie. Ce n'est pas le point de choc, ça va nous donner la vite. Comme il a reculé, c'est tout. Important de voir si la voirie, la signalisation ou l'éclairage public n'ont pas une part de responsabilité. Quant aux épaves, on les retrouve à la casse pour une véritable autopsie, toujours dans un esprit de prévention.
À la limite, il n'y avait même pas de visibilité arrière. Voilà. Alors, arrière droit 1,9. J'arrive, attendez. L'aiguille est à 0, hein, le compteur n'est pas bloqué. Est-ce qu'il a consommé des boissons alcoolisées à votre avis? J'ai rien remarqué. Vous avez fait des réparations sur votre L'aspect humain, avec interrogatoire des protagonistes. Ah oui, Il s'agit de reconstituer leur histoire dans les heures qui ont précédé l'accident. Ça ne m'a pas causé vraiment... Ce travail de fourmi, cette dissection méthodique des accidents graves sont faits partout en France. But, faire progresser la réglementation, orienter la répression des délits, mais surtout préparer de nouvelles campagnes de sensibilisation des automobilistes. C'est quasiment officiel. Depuis cet après-midi, on a trouvé, mais oui, du pétrole dans le sous-sol de la région parisienne. Les responsables d'Elf Aquitaine évoquent des résultats encourageants. Sans plus, le pétrole se trouverait à plus de 2000 mètres de profondeur. Reste à savoir, bien sûr, si les prochains forages vont confirmer l'information. Patrick Esther. 9 août. C'était il y a 3 semaines. De la boue qui gicle, il ne s'agissait pas encore de pétrole, mais d'eau injectée dans le forage pour lubrifier le trépan qui commençait à mordre le sous-sol parisien. Depuis cette date, à raison d'une centaine de mètres par jour, l'outil a atteint une profondeur de 2000 mètres. Mieux, le forage effectué en biais a permis d'atteindre l'endroit exact où les géologues pensaient avoir localisé le pétrole. Le trépan est passé sous la Seine et a effectivement permis d'extraire ce matin 25 barils de pétrole. Juste en dessous d'un groupe d'immeubles à 300 mètres seulement du boulevard périphérique. 4 mètres cubes de brut, qualité parisienne, qu'il va falloir maintenant analyser pour déterminer si la découverte a un intérêt économique. Ces 4 mètres cubes ce ne sont une première production qui nous est nécessaire pour apprécier ce à quoi nous avons affaire. Mais il nous faut poursuivre le forage et les prises d'échantillons de terrain en carottage vertical pour connaître l'épaisseur réelle de ce gisement, si gisement il y a. Nous le saurons dans 10 jours. Est-ce qu'éventuellement on peut penser qu'il y a du pétrole en dessous de tout Paris? Est-ce que vous forerez place de la Concorde? On peut rêver bien sûr et imaginer qu'il y ait du pétrole sous la place de la Concorde. Vous ne verrez jamais un derrick place de la Concorde, peut-être dans un endroit voisin, et nous irions en déviation sous la place de la Concorde, mais c'est vraiment du rêve. Effectué pour le compte d'Elf, Total et BP, ce forage a coûté 1 milliard de centimes. Si tout se passe bien, son exploitation pourrait peut-être fournir 100 mètres cubes par jour, c'est-à-dire 600 barils. Je vous le disais dès le début de l'aventure, Paris, Texas peut-être, mais on est très loin des productions vertigineuses de l'ignoble JR. Patrick, c'est Dallas, là. Vous avez les pièces à conviction devant vous? J'ai une pièce à conviction. Là, j'ai un morceau de la carotte qui a été remonté du fond à peu près à 2000 mètres de profondeur. La carotte, en fait, c'est la roche poreuse qui contient le pétrole. Donc, le pétrole suinte de cette roche quand on la remonte. Alors, quand le trou est foré, eh bien, à l'intérieur du trou, le pétrole va s'écouler doucement, puis va remonter à la surface grâce à la pression. Et comme je recule absolument devant aucun sacrifice, là, pétrole, là. devant aucun risque, je vais vous en servir un verre. Oui. Ça, c'est un grand cru, forage d'Ivry, 88, vous en souviendrez. Ouais. Voilà. Ouais, dites donc. C'est un peu épais, mais... Il est épais, hein. C'est un peu épais, mais vous savez, c'est du pétrole brut, hein, quand même. Du brut de Paris. Il fleure bon, là. Est-ce qu'il est aussi efficace que le pétrole d'Arabie Saoudite, par exemple? Je ne suis pas spécialiste, mais je vous pose la question. Il est chambré, je ne sais pas si ça se dit du pétrole, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aussi efficace que celui d'Arabie Saoudite. En tout cas, on le saura dans les jours qui viennent, puisqu'on procède actuellement aux analyses pour savoir à la fois quelle quantité il y a, si ça vaut la peine de l'extraire. Il faudra combien de mètres cubes pour que ce soit rentable? On peut dire qu'à partir de quelques dizaines de mètres cubes par jour, ça vaudra la peine. Et alors, je crois savoir que les responsables espèrent atteindre une centaine de mètres cubes par jour, mais ils s'en défendent. Merci Patrick, vous nous tenez au courant. Hein. On vous tiendra au courant. Merci, on va voir rapidement les autres télégrammes d'actualité avec Dominique Verdaillan. On y va. Collision entre 2 trains express en Autriche. Premier bilan, 5 morts et 44 blessés, dont certains très grièvement. La catastrophe a eu lieu en gare de Wolfurt, à 480 km à l'ouest de Vienne. Plusieurs wagons ont déraillé. Selon les premières informations, il s'agirait d'une erreur d'aiguillage. L'un des 2 trains circulait sur une voie qui ne lui était pas destinée. Il s'appelle Abdoladan Maman, il est le premier cosmonaute de Kaboul à faire partie de l'équipage soviéto-afghan qui a quitté Baïkonour à bord du vaisseau Soyouz TM6. Cette expédition intervient au moment où l'URSS estime nécessaire la poursuite des relations économiques avec Kaboul après le retrait des troupes soviétiques. Les 3 hommes rejoindront dans 2 jours la station orbitale Mir où 2 autres cosmonautes s'apprêtent à battre le record de présence dans l'espace.
Climat tendu à Genève dans les négociations de paix entre l'Iran et l'Irak. Le ministre irakien des Affaires étrangères, M. Tarek Aziz, a déclaré que le statut du Chat al-Arabe, fleuve intérieur pour l'Irak, voie d'eau internationale pour l'Iran, constituait le principal point de litige entre Bagdad et Téhéran. Une controverse qui ne semble pas affecter pour le moment la poursuite des négociations, le ministre irakien ayant déclaré qu'il était prêt à rester à Genève aussi longtemps qu'il le faudra. Image symbolique, la destruction de 3 SS-20 d'une portée de 5000 km. Cela porte à 13 le nombre de missiles détruits par les soviétiques conformément à l'accord soviéto-américain sur l'élimination des engins nucléaires. Une destruction qui s'est effectuée en présence du général américain Roland Lajoie, chef des inspecteurs envoyés en URSS par les USA pour surveiller l'application de l'accord de juin dernier. Dans le département du Calvados, Delphine demeure introuvable. Delphine, c'est cette petite fille de 10 ans qui a disparu samedi alors qu'elle participait très simplement à un camp de scouts à Villerville, une petite station balnéaire de Normandie. Aucun élément nouveau n'est intervenu aujourd'hui en dépit du ratissage qui mobilise plus de 300 personnes. Les photos de Delphine placardées dans toute la région n'ont suscité aucune réaction nouvelle. Agnès Poirier. Tout autour de Villerville, on a placardé sa photo. Delphine, 10 ans, disparue depuis 3 jours. Plus de 300 gendarmes, soldats, pompiers ratissent la région. Chaque puits, chaque blocos, chaque maison abandonnée a été fouillée. Sans résultat, les chiens perdent la piste de la fillette, tout près de cette ferme, à 1 kilomètre du campement. Fugue, enlèvement, les parents de Delphine ne comprennent pas. Bon, elle est tranquille, elle est réservée. Bon, elle est costaud, hein, c'est une fille qui est assez grande, qui est résistante, donc on peut penser que ça la dérange pas de marcher longtemps. Par contre, elle est réservée, elle est timide, comme tous les enfants. Deauville et Trouville ont été quadrillés. Une commerçante affirme avoir vu la petite fille samedi devant la caisse d'épargne. Une autre femme dit avoir reçu hier un étrange coup de téléphone. Je m'appelle Delphine, je suis seule et je suis perdue, lui aurait dit une fillette avant de raccrocher. Delphine, pensent les enquêteurs, s'est peut-être égarée en voulant récupérer le fanion de son équipe perdu la veille. Trop timide, elle n'ose se manifester. Une hypothèse parmi tant d'autres. Peut-être la fin d'un cauchemar pour les phoques de la mer du Nord, dont on a beaucoup parlé. Je vous rappelle qu'une épidémie a causé la mort de plusieurs milliers d'entre eux. Apparemment, les phoques étaient victimes de pneumonie et surtout d'infections du foie. Eh bien, ce soir, l'espoir renaît, car des scientifiques néerlandais viennent de déterminer les causes de cette hécatombe. L'épidémie serait due au virus de la maladie de Carré, une maladie qui touche habituellement les jeunes chiens. Jacques Douet. Le virus tueur de phoques est identifié, a annoncé aujourd'hui Leni Hart, directrice de l'hôpital des phoques de Peterburen. Ce virus, qui a tué 9000 phoques de la mer du Nord et de la Baltique, serait apparenté à la maladie de Carré, une affection qui touche habituellement les jeunes chiens. Ce virus affaiblit le système immunitaire des animaux en provoquant des toux et des infections de la peau. L'épidémie a probablement démarré à la suite de contacts entre les phoques et les chiens au Danemark. À Peterburen, les virologues ont expérimenté sans succès plusieurs vaccins. 6 mois de recherche avec l'Institut néerlandais de la santé publique ont permis d'isoler le mystérieux virus. En prélevant du sang sur les animaux soignés à l'hôpital, on a constaté la présence d'anticorps contre la maladie et en même temps l'apparition de symptômes de cette affection. Si la pollution de la mer du Nord et de la Baltique n'est pas la cause directe du phénomène, elle l'a certainement aggravé. Un vaccin existe bien contre la maladie de Carré, mais comment l'appliquer aux milliers de phoques sains qui sont presque impossibles à capturer au milieu de l'océan? La voile à présent, victoire et record pour Jet Service dans Québec-Saint-Malo. Le catamaran de Serge Madec a franchi la ligne d'arrivée tout à l'heure aux alentours de 17 h. Madec et ses équipiers battent par la même occasion le record établi par Fac et Karadec il y a 4 ans seulement. L'exploit commenté par Claude Aymar. Superbe victoire pour Jet Service. Le grand catamaran de Serge Madec remporte cette 2e édition de la Transat Québec-Saint-Malo. Victoire et record. Les concurrents sont partis dimanche 21 août à 19 h 30. Jet Service est arrivé cet après-midi à 17 h 05, soit effectuant la traversée en 7 jours, 21 h 34 minutes. Avec une moyenne de 15 nœuds 24, Jet Service améliore le record de l'épreuve de pratiquement un jour. Un excellent départ et surtout une course sans problème. Serge Madec et ses 6 coéquipiers terminent avec plus de 1000 milles, c'est-à-dire 1850 km d'avance sur le second qui devrait être Birch ou Perron. Mais pour le savoir, il faudra attendre encore 3 jours.
Serge Madec, bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Saint-Malo. Bonsoir et bravo. Expliquez-moi comment vous avez fait pour distancer aussi magistralement les autres concurrents de Québec-Saint-Malo. Je crois que c'était une traversée qui peut s'apparenter, je dirais, à 10 000 mètres, à part que nous, on a commencé par le sprint. On est parti à fond la caisse, comme on dit, en manœuvrant sans arrêt dans le Saint-Laurent, qui était pour nous la clé de la course, et on s'est détaché à ce moment-là. Et après, la situation météo nous a favorisé. Plus on était vers les côtes européennes, plus on avait du vent favorable. Et à ce moment-là, on a creusé jour après jour l'écart. Oui, alors vous faites fort, mais je suis tenté de dire que vous avez de la chance. C'est comme tous les grands champions. Ils ont tous rencontré des baleines, là. Hein. J'écoutais Mike Burge, vous n'en avez pas vu, vous? Il n'y a pas eu de pépin, si, on en a vu plusieurs. On a même heurté assez violemment 2 requins pèlerins, des poissons qui font à peu près 6 mètres de long, mais sans dommage pour le bateau. Et on a failli percuter une baleine à peu près de la longueur du bateau, c'est-à-dire de 20-25 mètres de long. Mais on a réussi à l'éviter. Effectivement, il faut toujours un peu de chance pour réussir. Alors physiquement, vous êtes bien, là, vous nous présentez vos équipiers, ça a l'air d'aller, là, vous avez tous le sourire, bon, on le comprend. Mais physiquement, moralement, tout est intact? On n'a pas très chaud et on a faim, je crois qu'on va pas tarder à aller manger, mais on va récupérer. On n'a pas dormi pendant une semaine, mais je crois que en 2-3 jours, tout le monde sera d'aplomb. Oui, ça ne vous gêne pas d'avoir gagné là, pratiquement sans concurrence, parce qu'ils sont loin derrière les autres. Ils sont à combien là? Près de 2000 km? Bah, ils étaient près de nous au départ de Québec. Hein. C'est après que ça a été plus dur pour eux, mais bon, c'est sûr, le phénomène météo nous a avantagés, mais disons qu'il fallait qu'ils s'accrochent au départ. C'est là qu'on a gagné la course. Maintenant, on va les attendre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, ils ne sont pas tous gentils avec vous, hein, parce qu'il y en a qui sont mauvais perdants. Ils disent, bon, bah, il a gagné, ils ont gagné parce qu'ils avaient le meilleur bateau, puis il avait des équipiers de luxe avec lui. Hein. Il n'avait pas pris n'importe qui avant de partir. Bah, c'est sûr, on a le meilleur bateau, on a le meilleur équipage, on gagne. Je vois pas où est le scandale. Ah, il n'y a pas de scandale, hein, nous on vous félicite, mais il y en a qui formulent ce genre de réflexion, vous les entendrez sans doute. Si les catamarans étaient admis à courir la Coupe de l'América, est-ce que l'épreuve vous tenterait, Serge Madec? C'est une question de spécialiste qu'on vient de me tendre là à l'instant. On a failli à un moment donné s'inscrire hein, pour participer. Là actuellement le navire américain Saran Stripe est un catamaran et je pense qu'il va mettre minable le néo-zélandais qui est un monocoque. Merci, on vous laisse faire la fête. Vous serez là pour attendre ceux qui suivent derrière un peu plus loin? Bah, s'ils arrivent le mois prochain, peut-être pas, mais oui, on va les attendre 2-3 jours. Merci à vous, bonne soirée, hein, et merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous laisse rentrer à la maison, parce qu'il n'a pas l'air de faire chaud. Voilà, dans quelques instants, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Vers minuit, dernier journal présenté par Aubry Edler. Demain, n'oubliez surtout pas vos rendez-vous habituels. 6h45 Télématin, 7h45 Roland Leroy sera l'invité des 4 vérités de Gérard Morin. 13h, l'édition de la mi-journée, où vous retrouverez Patricia Charnelet et William Lémergie, mais oui, ils sont rentrés depuis aujourd'hui. À demain 20h, merci de votre fidélité et excellente soirée sur Antenne 2, bien sûr. Bonsoir.